Attaquons maintenant le chapitre 8. Chapitre 8. Tu es tracassé. Est-ce que je ne le vois pas? Mais oui, je le vois. Je te demande pourquoi tu ne me réponds pas. Ce n'est pas bien, mon fils. Non, ce n'est pas bien. Alors, c'est que tu n'as pas confiance? Depuis petit, tu étais comme ça, glissant et fermé comme une muraille, quand on voulait t'approcher, mais il y avait des fois, ah Dieu, on dirait que c'était hier. Et tout ce temps a passé pourtant, tu venais près de moi le soir. Maman, raconte-moi ce conte. Et moi, je faisais semblant d'être occupé et tu disais, maman, s'il vous plaît, nous étions assis à cette même place à la nuit tombée et je commençais, cric, crac. Et à la fin, tu dormais la tête sur mes genoux. C'était comme ça, mon fils. C'est ta vieille maman qui te le dit. Délira mit un morceau d'igname dans l'assiette de Manuel. C'est tout ce qu'il y avait à manger aujourd'hui avec un peu de mille. Tu radotes, ma femme, dit fille bien-aimée. Peut-être que je radote. C'est que le temps passé et le temps présent, ça ne fait pas une grosse différence. Ne te fâche pas. Manuel, si la vieille déraillée, pour moi, tu vois, tu es toujours resté mon petit garçon, et lorsque tu étais perdu à l'étranger et que je t'attendais, j'avais un poids du côté du cœur, comme si je te portais encore dans mon ventre. C'était toute la charge du chagrin. Ah, Manuel, quel chagrin j'avais. Et maintenant tu es retourné. Mais maintenant que tu es retourné, et je ne suis pas tranquille, non. Et depuis quelques nuits, je fais de mauvais songes. Manuel mangeait en silence. Sa mère, assise à ses pieds sur un escabeau, le regardait les yeux baignés de tristesse. « Je n'ai rien, maman. Je ne suis pas malade, pas vrai? Ne te tourmente pas. Certain que tu n'es pas malade, intervint bien-aimé. A-t-on jamais vu un nègre plus gaillard? Délira, est-ce que tu vas le laisser en paix à la fin des fins? Et si moi je voulais parler aussi, je dirais qui est-ce qui lui a appris à manier la houe et la serpette, à tracler, à planter et même à faire des carabans pour attraper les oiseaux, des pièges. Ça ne finira jamais. Il alluma sa pipe à un tison. Tu as fini de manger? Demande Délira. Oui, je suis plein jusque-là. Il mentait. La faim lui creusait l'estomac, mais la vieille n'avait pas encore pris une bouchée et il ne restait pas grand-chose dans la marmite. Comme d'habitude, il traîna sa chaise vers le calebassier et l'adossa face à la grande route. Le soleil rampait à ses pieds, mais il avait la tête dans la fraîcheur de l'ombre. Délira toucha humblement le bras de Manuel. « Pardon, mon fils, je dis. Pardon pour toutes ces plaintes. Elles sont sans raison, mais je me suis fait tellement de mauvais sang pour toi que ma tête continue à travailler à vide. Ça tourne, c'est un véritable moulin à inquiétude. Lorsque tu pars pour couvrir toutes ces mornes, qu'est-ce que tu cherches? C'est un mystère. Je te regarde disparaître derrière les bagues à ondes, et tout d'un coup, mon cœur s'arrête. S'il ne revenait pas, s'il s'en allait pour toujours, je sais bien que ce n'est pas possible, mais je prie mes anges et mes saints, comme s'il y avait un danger sur la tête, et la nuit, je me réveille et j'ouvre la porte de ta chambre et je te vois coucher. Il dort, il respire, il est là. Merci, Vierge des miracles. C'est que mon fils, tu es mon seul bien sur cette terre, avec mon vieil homme, tout désagréable qu'il est, pauvre bien-aimé. Manuel lui caresse la tête. Il était profondément remué. N'aie pas de peine pour moi, tu entends, maman? Et bientôt, je t'apprendrai une grande nouvelle. Tu entends, cher? J'ai l'air tracassé parce que tous les jours, j'attends l'événement et je suis impatient. Quelle nouvelle? Quel événement? Mais de quoi tu parles-tu, Manuel? Il est trop de bonne humeur pour le dire, mais ce sera une réjouissance, tu verras. Délira le regarda interdite, puis un tendre sourire s'effaça, ce qui restait d'anxiété sur son visage. Tu as fait de bons choix? Tu as fait ton choix de quelques filles? Hey, Emmanuel, il est temps pour toi de t'établir avec une négresse sérieuse et travailleuse, pas une de ces jeunesses comme il y en a dans le bourg. Combien de fois je me suis dit, je n'ai plus beaucoup à vivre. Est-ce que je mourrais sans voir les petits de mon petit? Dis-moi son nom. Est-ce que j'ai deviné, n'est-ce pas? Attends, c'est Marielle, non? Alors, Célina, la fille de commère Claire-Mise. Elle est bien honnête aussi. Ni l'une ni l'autre, maman. Et c'est pas cela la nouvelle. C'est-à-dire? Ça se pourrait aussi, et même c'est sûr. Les deux choses sont amarrées comme la liane et la branche. Mais ne me demande pas, maman, avec tout le respect que je te dois, c'est encore un secret à cause de certaines circonstances.
Voilà que tu as des secrets pour ta propre maman alors qu'il est. Elle était déçue et un peu mortifiée. Et comment elle est cette fille? Ce n'est pas une de ces pains bêches au moins. C'est une négresse qui n'a pas sa pareille dans tout le pays. Et quelle est sa couleur? Elle est noire bien disons rougeâtre? Noire, mais tu vas me demander si elle a de grands yeux ou non, un nez comme ci ou comme ça, ou encore quelle est sa taille, qu'elle est grasse ou maigre, si elle est une négresse à grande tresse ou à cheveux courts. Et puis tu auras son portrait tout de même si elle était devant toi. Elle rit. Ah, maman, tu es rueuse, oui. Bon, fit Délira, feignant d'être fâché. J'ai dit, paix à ma bouche. Je ne veux rien savoir, je ne me mêle de rien. Allez-vous-en, monsieur. J'ai à laver mes assiettes. Mais on voyait que l'aventure l'intriguait et l'enchantait. Emmanuel lui passa le bras autour du cou et ils rirent tous deux. Le rire de Délira était étonnamment jeune. C'est qu'elle n'avait pas tellement d'habitude de le faire entendre. La vie n'est pas assez gaie pour ça. Non, elle n'avait jamais eu le temps de lui trop l'user. Elle l'avait préservé tout frais, comme un chant d'oiseau dans un vieux nid. On ne dirait pas des amoureux, c'est très bien aimé. Ses bras levés prenaient le ciel à témoin. Tout à l'heure, elle était à geindre et la voilà qui rit. Quelle est cette comédie, mes amis? Les femmes s'échangent comme le temps. Mais c'est un proverbe qui n'est pas vrai, parce que je voudrais bien, moi, qu'une bonne pluie tombe après cette sécheresse. Il tira sur sa pipe. Une saison méladictionnée, comme celle-là, j'en ai pas vu de pareil. C'est un mot bien étrange, méladictionné. Le ciel teinté d'ardoise offrait une surface nue brouillée d'un dur rayonnement solaire. Les poules accablées cherchaient l'ombre. Le petit chien dormait, la tête entre ses pattes. On pouvait compter ses os. Si les chrétiens vivants n'avaient presque plus rien à manger, allez voir les chiens. Bien-Aimé ferma les yeux. Il tenait encore sa pipe éteinte, mais sa tête penchait de côté. Il glissait dans ce sommeil qui le prenait maintenant à toute heure de la journée et qui répétait souvent le même rêve. Un champ de maïs à l'infini. Les feuilles ruisselantes de rosée, les épis si gonflés qu'ils forçaient les enveloppes et que des rangs de grains paraissaient qui semblaient rire. Bon, on a lu la moitié, 115, mais on va finir le chapitre, sinon c'est pas satisfaisant. Délira, elle lavait les plats. Et elle chantait, c'était une chanson semblable à la vie. Je veux dire qu'il était triste, elle n'en connaissait pas d'autres. Elle ne chantait pas fort et c'était une chanson sans mots, à bouche fermée et qui restait dans la gorge comme un gémissement. Pourtant, son cœur était apaisé depuis qu'elle avait causé avec Manuel. Mais il ne savait d'autre langage que cette plainte douloureuse, alors que voulez-vous? Elle chantait à la manière des négresses. C'est l'existence qui leur a appris aux négresses à chanter quand on étouffe un sanglot, et c'est une chanson qui finit toujours par un recommencement parce qu'elle est à l'image de la misère. Et dites-moi, est-ce que ça finit jamais, la misère? Si Manuel entendait ses pensées, il la taperait, lui, voit les choses dans une lumière de joie, une lumière rouge. Il dit que la vie est faite pour que les hommes, tous les nègres, aient leur satisfaction et leur contentement. Peut-être bien qu'il a raison. Un jour, il s'en va et un jour viendra qui apportera cette vérité. Mais en attendant, la vie est une punition. Voilà ce qu'elle est, la vie. Pendant un bon moment, tout semblait endormi et le seul chant berçait le silence, qui est le sommeil du bruit. Mais la voix excitée du Simidor réveilla Bien-Aimé. Bien-Aimé, oh bien-aimé, il y a des nouvelles, dit-il. Le vieux bâilla, se frotta les yeux, secoua les cendres de sa pipe. Encore des tripotages que tu viens me raconter. Si tes jambes marchaient aussi vite que ta langue, tu ferais la route d'ici au Port-au-Prince en un clin d'œil. Non, ce que je te dis est la vérité du bon Dieu. Saint-Julien est parti et compère l'Octama aussi. Eh bien, ils retourneront, le cheval connaît la longueur de sa corde. Mais ils sont partis pour de vrai. Erzulie, la madame de Saint-Julien, répète qu'ils vont passer la frontière du côté de Grand-Bois pour essayer de trouver du travail en Dominicanie. Sûrement République dominicaine, je suppose. La malheureuse crie et se lamente. Bientôt, il ne lui restera plus une seule goutte d'eau dans le corps. Saint-Julien l'a laissé avec 6 petits nègres en bas âge. Qu'est-ce que tu veux? Cette sécheresse est décourageante et il y en a qui ne résignent pas à périr. Ils préfèrent quitter la terre des anciens pour aller chercher la vie en pays étranger. Et Charité, la fille de commère Sylvina, est partie aussi. Tu ne me diras pas. Ouais, c'est comme ça, et d'autres vont la suivre sûrement. Elle est allée à la ville. Tu sais comment elle va finir? Dans le péché et les mauvaises maladies.
Mais il vaut mieux être laid que mort, dit le proverbe. Et nous allons tous mourir si ça continue. Moi, je ne demande pas autre chose. Je suis vieux, j'ai fait mon temps. À quoi bon vivre si je ne peux plus passer mon tambour en bandoulière et conduire le kumbit en chantant et boire mon compte de clairin après? J'étais né pour ça, avec des doigts comme des baguettes à la place de la cervelle nichée d'oiseaux musiciens. Alors je te demande pourquoi je vis encore. Mon rôle est fini. Il avait un peu bu, le Simidor, et maintenant il avait la soulaison amère. Jésus la Vierge, soupira Délira. Si les jeunes s'en vont, qui donc enterra nos vieux os pour que le jour du jugement, il soit assemblé entre Satan et le Père éternel? Ne t'énerve pas, Délira, gronda bien-aimé. Et le bon Dieu va se fatiguer de t'entendre nommer son nom pour un oui ou pour un non. Se tourna vers Antoine. Faut les empêcher de partir. Cette terre nous a nourris pendant des générations. Elle est encore bonne. Elle ne demande qu'un peu d'eau. Dis-leur que la pluie viendra d'avoir une petite patience. Non, j'irai leur parler moi-même. Savoir si les habitants écouteraient bien-aimés. Ils étaient gavés de misère, ils n'en pouvaient plus. Les plus raisonnables perdraient la tête, les plus forts fléchissaient. Quant aux faibles, ils s'abandonnaient. Advienne que pourra, disait-il. On les voyait couchés, mornes et silencieux, sur leurs nattes devant les cases, ruminant leurs déveines, ayant perdu toute volonté. D'autres dépensaient leurs derniers centimes à acheter du clairin chez Florentine, la femme de l'officier de police rurale, ou bien ils prenaient à crédit, ce qui tôt ou tard leur jurait un mauvais tour. L'alcool leur donnait un semblant de vigueur, une brève illusion d'espoir, un oubli momentané. Mais ils se réveillaient la tête orageuse, la bouche sèche. La vie prenait un goût de vomissure et ils n'avaient même pas un morceau de salaison pour se refaire l'estomac. Fond-Rouge s'en allait en débris et ces débris étaient ses bons habitants, ses nègres conséquents et de grand courage avec la terre. Est-ce que ce n'était pas dommage tout de même? Manuel, où est-ce Manuel? Cria bien-aimé. Il est sorti, répondit Délira. Toujours sorti, toujours dehors, toujours à courir dans les mornes. Un vrai nègre marron, ton garçon, Délira. C'est ton garçon aussi, bien-aimé. Ne me contrarie pas. Ces tendances-là, tu as dû les prendre de ton côté. Oui, parce que toi, tu les en reproches. Je ne dis pas parce que parce que ce serait de la vantardise. Il y en a, dit le Simidor. Leur derrière est léger comme les cerfs-volants. Ils ne tiennent pas en place. C'est pas de leur faute. Mais Délira s'était fâchée. Quand ça lui arrivait, et c'était rare, elle dressait son corps décharné. Elle paraissait très grande, sa voix ne s'élevait pas. Elle restait calme et posée, mais les mots prenaient un fil coupant. C'est ça, j'ai été une vagabonde. Je n'ai pas travaillé pour toi tous les jours de mon existence. Du lever du soleil à la nuit noire, je n'ai fait que rire et danser. La misère n'a pas graffiné, un autre mot québécois, qu'on a emprunté de là-bas. La misère n'a pas graffiné ma figure. Regarde mes rides, la misère ne m'a pas écorché. Regarde mes mains, la misère ne m'a pas saigné. Si seulement tu pouvais regarder dans mon cœur. Quant à toi, tu as un aigle sans défaut, un aigle sans pareil, un aigle sans comparaison. Merci mon Dieu qu'une personne si peu méritante que soit la femme d'un homme comme lui. Bon, assez, je dis. Assez, femme, assez pour mes oreilles. Compère Antoine, allons voir ce qui se passe. Délirant les regardant, s'éloigner, secoua la tête et sourit. Sa colère était tombée. Ah, bien-aimé, ah, mon pauvre nègre, murmura-t-elle. Sa pensée revient, aussitôt à Manuel. Qu'est-ce qu'il peut bien chercher dans ces mornes? Peut-être un trésor. L'idée lui en vint soudain. Les Blancs français avaient habité par ici. On voyait encore par ici, par là, les traces de leur indigoterie. Et ne disait-on pas qu'un habitant de Boucan-Corail avait trouvé par hasard, en fouillant dans son jardin, une jarre remplie de pièces d'argent? Comment qu'il s'appelait comment qu'il s'appelait déjà cet habitant? Ah bah j'ai oublié. Mais ça ne fait rien. La chose était vraie et bien-aimé avait vu un de ces carolus. Il était gros comme ça et lourd. Un Italien de la ville avait pris le tout pour une bonne valeur et cet habitant. Mais quel était donc son nom? Syriac, c'est ça. Syriac avait acheté des terres du côté de Mirebalais et était devenu un grand propriétaire. Mais on prétend que pour trouver un trésor, il faut avoir des compromissions avec le diable. Manuel n'en est pas capable. Quant à ça, je suis sûr que non. Ce plateau de Chambrun, où se trouvait Manuel, s'élevait au milieu d'une petite plaine qui l'isolait comme une île, un mouvement d'école de... Putain, mais qu'est-ce qui m'arrive?
comme une île du mouvement des collines environnantes. De là, le regard portait à la ronde sur tout le pays. Au levant, ce promontoire incliné d'où montaient les fumées, c'était belle vue. Ses cases en contrebas, boucan corail et plus loin dans le but de la distance, étagés sur une pente adoucie, mahotière et la belle venue de ses jardins de vivre à l'ombre des manguiers et des avocatiers. Ses habitants avaient même la chance d'une source d'eau bonne à boire et qui suffisait aussi pour la lessive. Il jaillissait sur une gorge et des choux caraïbes poussaient là, du cresson et même de la menthe. C'est là que s'approvisionnaient ceux de Font-Rouge. Mais c'était loin, et les calebasses remplies pesaient lourd sur le chemin du retour. C'est ce qu'on appelait les terres froides, par contraste avec la plaine. Leur habitant était Hey, j'en ai marre, c'est quoi ça? Hey, je suis désolé, je sais pas ce qui m'arrive. C'est peut-être parce que j'ai jamais autant parlé. C'est là que s'approvisionnaient ceux de Font-Rouge, mais c'était loin, et les calebasses remplies pesaient lourd sur le chemin du retour. C'est ce qu'on appelait les terres froides, par contraste avec la plaine. Les habitants étaient plus râblés que nous autres et ils avaient une manière de traîner le derrière en marchant, nègre Congo, que nous leur disons. Mais on vivait quand même en bonne intelligence avec eux. Au-dessus de Mahotière, à une journée de chevauchée, on arrivait aux mornes Villefranches. Les bois de pin commençaient sur ses flancs, avec de longues traînées de brouillard, des lacs humides pires que la pluie, pénétrante jusqu'à la moelle des eaux. C'est une montagne à pic déchirée de gouffres dont on ne voit pas le fond, couronnée de pitons, pas le serpent, c'est P-I, pas P-Y, couronnée de pitons qui se perdent dans le ciel bouleversé, les arbres y sont noirs et sévères, le vent se plaint nuit et jour et leurs branches parce que c'est sensible et chantant les pins. J'ai entendu dire que le plateau donnait un bon pâturage et que les bêtes à cornes y engraissaient à plaisir. Mais je n'ai jamais été plus haut que les orangers où habite ma commère, Finella qu'on l'appelle. Et là, déjà, il fait une froidure qui n'est pas supportable pour nous, nègres de la plaine. Devant le regard de Manuel, l'alignement des mornes courait jusqu'au couchant en une seule vague d'un bleu passé et tendre à l'œil, si parfois le creusement d'un vallon la rompait, comme pour ce plateau de Chambrun. Elle reprenait bientôt avec une nouvelle houle, d'autres gommiers rouges, d'autres chênes, et la même broussaille confuse dont s'élançaient les lataniers. Un remuant d'air rapide et soyeux lui fit lever la tête vers un passage de ramiers. C'étaient des millets. Il suivit leur sillage, cendré jusqu'à leur plongée, éparpillés par un morne voisin. Soudain, une idée le frappa qui le mit debout. Les ramiers, ça préfère le frais. Caramba, si c'était comme qui dirait un signe du ciel. Caramba, après une référence à One Piece, une référence aux Simpsons. Signe du ciel. Oh merde, ça n'existait pas, je suis con. Il redescendit le morne, presque en courant. Le cœur lui battait à grands coups. Qu'est-ce qui t'arrive, ô Manuel, disait-il. On croirait que tu as une première rencontre avec une fille. Ton sang est tout bouillant. Une angoisse singulière lui nouait la gorge. J'ai peur que ce soit comme les autres fois. Une tromperie et une déception. Et je sens que si je ne la trouve pas ce coup-ci, j'aurai un bon découragement. Peut-être même que je dirais, eh bien bon, tant pis. Non, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut déserter la terre? Est-ce qu'on peut lui tourner le dos? Est-ce qu'on peut la divorcer sans perdre aussi sa raison d'existence et l'usage de ses mains et le goût de vivre? Mais oui, il recommencerait à chercher. Il le savait bien, c'était sa mission et son devoir. Ces habitants de Font-Rouge, ces têtes dures, ces cabesses de roche, caboche. Il le fallait cette eau pour retrouver l'amitié entre frères et refaire la vie comme elle doit être. Un service de bonne volonté entre nègres pareils par la nécessité et la destinée. Il traversa le couloir de la plaine. Il allait vivre, il allait vite. Il était pressé, il était impatient et il lui sembla que son sang s'égorgeait et essayait de s'échapper par ce tapage sourd dans le plein de sa poitrine. C'est là que les ramiers ont jouqué, grimpé. Un morne bien boisé. Il y a même des acajou et ce feuillage gris qui a fait argenter au soleil. Je ne me trompe pas, ce sont des bois trompettes. Et les gommiers, naturellement, ne manquent pas. Mais de quel côté je vais entrer? Son oreille le guidait, plus que le regard. Chaque pas qu'il dégageait, à coups de machette dans l'entrevêtrement des plantes et des lianes, il s'attendait à entendre l'envol enfarouché des ramiers.
Il taillait son chemin de biais vers le plus touffu du morne. Il avait déjà remarqué ce retrait, ce tassement assombri où les arbres se ramassaient dans une lumière épaisse. Une faille abrupte s'ouvrit devant lui. Il la descendit, s'accrochant aux arbustes. Les pierres qui roulèrent sous lui suscitèrent aussitôt un claquement d'ailes multipliées. Les ramiers se dégageaient des branchages, et par les déchirures du feuillage, il les vit se disperser à tous les vents. Ils étaient plus hauts. Ils en avaient sur ce figuier maudit là-bas. Manuel se trouvait au bas d'une sorte d'étroite coulée embrassée de lianes qui tombaient des arbres par paquets déroulés. Un courant de fraîcheur circulait et c'était peut-être pourquoi les plantes volubiles et désordonnées poussaient si drues et serrées. Il monta vers le figuier maudit. Il sentait ce souffle bienfaisant lui sécher la sueur. Il marchait dans un grand silence. Il entra dans une pénombre verte. Et son dernier coup de machette lui révéla le monde refermé autour d'une large plateforme. Et le figuier géant se dressait là, d'un élan de torse puissant. Ses branches chargées de mousse flottante couvraient l'espace d'une ombre vénérable. Et ses racines monstrueuses étendaient d'une main d'autorité sur la possession et le secret de ce coin de terre. Manuel s'arrêta, il en croyait à peine ses yeux et une sorte de faiblesse le prit au genou. C'est qu'il s'apercevait des malagas. Il touchait même une de leurs larges feuilles lisses et glacées. Et les malagas, c'est une plante qui vient de compagnie avec de l'eau. Sa machette s'enfonça dans le sol. Il fouillait avec rage, et le trou n'était pas encore profond et élargi que dans la terre blanche, comme craie, l'eau commença à monter. Il recommença plus loin. Il s'attaqua avec frénésie aux malagas, les sacrelant par brassées, les arrachant des ongles par poignées. Chaque fois qu'il avait un bouillonnement qui s'étalait en une petite flaque, en une petite flaque et devenait un œil tout clair dès qu'elle reposait. Manuel s'étendit sur le sol. Manuel s'étendit sur le sol et l'étreignit à plein le corps. Elle est là, la douce, la bonne, la coulante, la chantante, la fraîche, la bénédiction, la vie. Il baisait la terre. Baisait du verbe faire un baiser. Il baisait la terre des lèvres et riait. Tant mieux pour lui, il a enfin trouvé de l'eau.